Bon, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi. Bon, il y a moins de gens que pour Hugo, évidemment. Je suis ravi de voir Hugo en plus. Peut-être vous vous posez la question, pourquoi Tapie? Pourquoi parler de Bernard Tapie en fait? Quelque part, on aime tous Bernard Tapie. Moi, j'aime beaucoup de Bernard Tapie. Ça a été quelque part un modèle. Mais surtout, ce qui m'intéresse chez Bernard Tapie, c'est que c'est sans doute l'expression la plus évidente de ce qu'on appelle aujourd'hui le succès, de gagner. En fait, j'aimerais bien vous poser la question, 2 minutes, dans votre tête. Ça veut dire quoi gagner? C'est quoi le succès en fait? Quand vous pensez au succès, c'est quoi les termes que vous avez en tête? C'est quoi les images que vous avez en tête? Moi, c'est vraiment ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Parce qu'en réalité, la méthode Tapie, finalement, c'est quoi? C'est sans doute ce que vous avez en tête, c'est-à-dire c'est une méthode d'accumulation d'argent, de pouvoir, de notoriété, mais c'est très temporaire et c'est surtout une illusion. Parce qu'en réalité, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que quand on demande à des psychologues, etc., l'accumulation, c'est pas un besoin fondamental humain. Personne n'a besoin d'accumuler en fait. Vous m'entendez, ouais? Il y a du bruit quand même, hein, mais en fait, personne n'a besoin d'accumuler. Finalement, les humains, on a 5 besoins fondamentaux, intimes. Et la question, c'est de savoir, c'est quoi le besoin fondamental que vous essayez de nourrir, vous individuellement? Est-ce que c'est d'être aimé, d'être respecté, d'avoir vos intérêts protégés, de trouver du sens, d'appartenir? Ça, c'est les 5 besoins fondamentaux. C'est pas d'accumuler. L'accumulation, en fait, c'est un byproduct. C'est-à-dire qu'en fait, on utilise l'accumulation, aussi parce que la société nous a demandé d'accumuler, pour essayer d'atteindre ces objectifs. Mais en réalité, les objectifs, ils sont là. Est-ce qu'il y a dans la salle, ou plutôt, qui dans la salle a envie d'être heureux ou heureuse? Levez la main pour voir. Tout le monde ne lève pas la main? En fait, c'est intéressant parce que finalement, on sait ce qu'il faut faire pour être heureux, mais en fait, on est optimisé à faire le sens inverse. En fait, vous voulez tous être heureux, vous voulez toutes être heureuses, mais en réalité, vous faites tout l'inverse de ce qu'il faut pour être heureux. Parce que pour être heureux, qu'est-ce qu'il faut? Il faut s'occuper de sa santé, de son bien-être, avoir très peu de stress. Il faut chérir ses relations profondes, ses parents, ses amis, sa famille, son mari, sa femme, ses enfants. Il faut avoir de la joie, un maximum. Il faut avoir de l'impact. Il faut trouver du sens. Il faut éventuellement avoir de la foi. Ça peut être de la spiritualité. Il faut évoluer personnellement. Il faut avoir de l'indépendance. Et il faut avoir de la sécurité financière. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on va dans l'accumulation, on a du stress, on raye ça. On n'a pas le temps pour ses relations, on annule ça. On n'a pas de joie, en vrai, on se fait un peu chier. On n'a pas d'impact non plus. Donc au final, vous voulez tous être heureux et vous faites exactement l'inverse de ce qu'il faut pour être heureux. Et c'est vachement intéressant de se poser la question comme ça parce que vous dites, merde, alors qu'est-ce que je suis en train de faire à courir dans cette roue à la con, dans la roue du hamster, là, vous voyez, la fameuse roue dans laquelle on court tous, parce qu'on nous a dit il faut courir. Et en fait, en réalité, on nous dit, pour réussir ta vie, il faut courir et en même temps ralentir. Je ne sais pas si on vous a déjà dit ça, mais c'est vachement intéressant de se poser cette question et de se dire, mince, en fait, c'est pas possible. Et en fait, quand on parle de réussir, moi, la question que je me pose de gagner, c'est qu'est-ce qu'on a à gagner quand on perd l'essentiel? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? De se dire, en fait, après quoi je cours et qu'est-ce que je gagne puisque je suis en train de perdre le plus important, c'est-à-dire ma santé, du sens, les relations avec ma famille et évidemment l'habitabilité du monde. Et ça, c'est des questions qui, moi, me semblent cruciales en réalité. C'est vachement important de se poser la question pour soi-même. Et évidemment, peut-être vous vous dites, mais pourquoi il nous parle de ça? On était censé parler de leadership. Mais parce qu'en réalité, on ne peut pas traiter le leadership si on ne traite pas des questions intimes, profondes, qu'on a toutes et tous. Et en réalité, ce qui est intéressant, c'est d'aller trouver ce sweet spot. C'est-à-dire que généralement, et les gens, on va opposer écologie et économie. Il faut bien comprendre que, et vous l'entendez, écologie, économie, il y a éco dans les deux mots. En fait, la racine du mot est la même. En fait, c'est le même mot. D'un côté, il y a écologie, c'est le discours sur la maison. L'économie, c'est la gestion de la maison. À l'intérieur de ça, il y a un troisième mot qui est l'écosophie, donc la sagesse de la maison. Et c'est vers ça qu'il faut aller. Et en fait, il y a Kate Rivers qui a créé cette donut économie. Et la question, c'est comment je trouve ce sweet spot entre, évidemment, la croissance financière, ou en tout cas une sorte de sanité financière pour une entreprise, parce qu'une entreprise, elle doit faire de l'argent, évidemment, mais comment aussi je maîtrise l'impact. Et elle a créé un donut où l'idée, c'est que l'intérieur du donut, c'est les limites humaines,
et l'extérieur du donut, c'est les limites planétaires. Et la question, c'est comment je reste sur ce donut. Et pas comment je fais de la croissance à tout prix et comment je bouffe ça, c'est-à-dire la santé des individus, et comment je bouffe ça, c'est-à-dire la santé de la planète. Bon, c'est la même chose, hein, santé de la planète, santé des individus, évidemment, c'est un écosystème. Et en fait, peut-être vous vous dites, ok, mais par où je commence? Et en fait, moi, j'ai identifié 4 phases qui sont, à mon sens, les plus importantes. D'abord, une compréhension des polycrises. Et quand je dis compréhension, c'est pas de savoir qu'il y a une crise écologique. D'ailleurs, il y a une crise écologique, mais en fait, il y a aussi une crise financière, il y a aussi une crise économique, il y a aussi une crise sociale, il y a aussi une crise de la spiritualité. En fait, il y a des polycrises qui interagissent les unes avec les autres. Donc, il y a 3 niveaux dans le savoir. Il y a savoir que ça existe, il y a comprendre, et puis il y a intégrer. Et la partie la plus difficile, c'est évidemment de passer de comprendre à intégrer. Ça, c'est super dur. Et vous le voyez beaucoup dans les gens qui s'intéressent au développement personnel. Ils savent, ils comprennent, et ils n'intègrent pas. Vous avez déjà vu peut-être autour de vous des gens qui ils vous parlent de spiritualité, et ça va super mal dans leur vie. Ça vous dit rien, ça? Et en fait, parce qu'en fait, c'est pas intégré, en réalité. Donc la première phase, c'est comprendre les polycrises. Parce qu'en fait, en général, les gens vous disent, oui, ben, je sais qu'il y a des polycrises, mais ils ne les comprennent pas, ces polycrises. Et ils ne comprennent pas l'interaction. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on est dans des polycrises, en fait, tout est lié. C'est-à-dire qu'en fait, on répond, et vous voyez ici d'ailleurs, il y a beaucoup de réponses techniques à ces polycrises. Comment on va réduire l'empreinte carbone? Comment on va dépenser moins de carbone? Comment on va faire ci? Ça ne marche pas. Parce qu'en fait, la réponse analytique, elle est intéressante, bien sûr, et elle est importante. Mais quand on est dans des situations systémiques, ce qu'il faut, c'est traiter la relation. C'est-à-dire que si, par exemple, dans une famille, vous avez un problème avec votre grand-mère, ça crée des problèmes avec les enfants, avec les oncles, les tantes, les petits-enfants. Vous ne pouvez pas vous dire, bah, tiens, je change la grand-mère et puis c'est réglé. En fait, ça ne marche pas. De la même manière, pour l'écologie, si on trouve une solution où on a 0 carbone, on va continuer à détruire les océans, on va continuer à détruire les... En fait, ça ne marche pas non plus. En fait, il faut travailler les liens. Donc, travailler les liens avec soi, bien sûr, mais les liens avec les autres et les liens avec la nature. En fait, il faut changer son rapport au monde. C'est ça, vraiment, intégrer les polycrises. Et ça, c'est une phase qui est extrêmement importante. Je n'ai pas le temps, évidemment, ici de développer, mais c'est... La première étape, c'est vraiment d'aller là-dedans, de lire. Il y a énormément de choses que vous pouvez lire. Il y a entre autres ce blog qui s'appelle Bon Pote, mais il y a bien sûr énormément de contenu en ligne. Il y a plein de conférences que vous pouvez aller chercher. La deuxième phase, c'est une phase de déconstruction des croyances. En fait, souvent on parle d'écologie punitive. Je ne sais pas si ça vous parle. Bien sûr, on parle d'écologie punitive, on parle même d'écoterrorisme. Mais en fait, on peut se poser la question, et c'est quoi l'austérité? Est-ce que l'austérité, c'est pas maintenant, en fait? Est-ce que demain, c'est pas l'abondance? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas d'air sain, on n'a pas d'animaux, on a de moins en moins de biodiversité, on a détruit 60% de la biodiversité, on n'a pas de silence, on n'a pas d'espoir, on n'a pas d'espérance de vie, on n'a pas d'humanité. Est-ce que ça, c'est pas, en fait, finalement, l'austérité, que demain, on pourra être dans l'abondance des choses qui comptent? C'est-à-dire l'air sain, en fait, l'habitabilité du monde, du temps, de l'espérance de vie. L'espérance de vie, elle est en train de chuter aux États-Unis, elle est en train de chuter en Europe, parce qu'on a trop de stress, qui est la première cause de maladie, en tout cas la première raison pour laquelle les gens tombent malades. Donc peut-être qu'en fait, la réalité, c'est que c'est aujourd'hui l'austérité, c'est pas demain. Ça, c'est le premier retournement que je voulais faire. Le deuxième, c'est des questions que Bruno Latour, le philosophe, a posées. Et celle qui me semble la plus intéressante, c'est la dernière, c'est à la disparition de quoi vous voudriez participer? En fait, je pense que ça, c'est une question qui est hyper intéressante, hyper importante à se poser. En fait, de quoi vous allez être fier sur votre lit de mort? Moi, c'est une question que je me pose assez régulièrement. C'est pour ça qu'à la base, moi, je suis un marketeur. J'aidais les marques à vendre plus, des grosses boîtes à vendre plus. J'étais prof à HEC, à Dauphine, enfin voilà, de marketing. J'ai fait beaucoup de marketing pendant quasiment 15 ans. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, je suis du mauvais côté de la barrière. Ça marche pas. Ça peut pas marcher, en fait. C'est pour ça que j'ai complètement changé, finalement. Mais ces questions-là, elles sont essentielles. Et il faut savoir jusqu'où vous voulez aller. C'est quoi la croissance? Les gens veulent gagner toujours plus. Moi, ça fait 10 ans que mon salaire, il n'a pas évolué. Et je suis ravi, en fait. Parce que j'ai pas envie de gagner plus, c'est très bien comme ça, et ça me suffit. Et alors, peut-être vous vous dites, ok, mais c'est super ce qu'il raconte, mais dans l'entreprise, ça se passe pas du tout comme ça. C'est loin de la réalité, en fait. Et c'est pour ça que j'ai créé un deuxième podcast. Donc j'ai créé Vlan, qui est un gros podcast sur l'évolution de la société, mais j'ai créé un autre podcast qui s'appelle Ping, sur le leadership, où je reçois des CEO. Entre autres, j'ai reçu un mec qui s'appelle Cyril Vu, qui est le CEO d'une boîte qui s'appelle Seabird, c'est une petite boîte, ça fait 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a déshérité ses enfants et il a donné 50% de sa boîte à une fondation actionnaire et 16% de la boîte à ses salariés. En fait, il a partagé le pouvoir et il a partagé la valeur. Et ça, c'est un CEO de boîte qui fait ça. Et là, vous vous dites peut-être, ok, super,
Mais bon, c'est une petite boîte, 30 millions. Et finalement, il possède sa boîte et c'est assez facile. Mais en fait, sur Ping, je reçois plein de CEO. Et donc, j'ai reçu aussi un autre mec qui s'appelle Christopher Guérin, qui est qui est CEO d'une boîte qui est cotée, qui fait 8 milliards de chiffre d'affaires. Et lui, en fait, il a dit adios la croissance. En fait, on arrête de faire de la croissance, on s'en fout, c'est pas le sujet, c'est pas une bonne problématique. Il a dit adieu la croissance, il a dit adieu à 3/4 de ses clients. Il a viré 75% de ses clients. C'est une boîte cotée, 8 milliards de chiffres, et il va dans ce sens-là aussi. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Christopher? La première chose dont il m'a parlé, quand je fais l'épisode, et si vous l'écoutez, vous pourrez le retrouver, la première réponse, c'est ma quête spirituelle. Donc c'est les premières réponses que je vous ai tout à l'heure données. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne pouvez pas aller dans cette dynamique si vous n'allez pas dans une quête spirituelle. C'est quasiment impossible, on n'a pas envie, parfois il y a des gens qui ont peur de ce mot spiritualité parce qu'ils le relient à la religion. Ce n'est pas forcément une quête religieuse, mais c'est une quête spirituelle intérieure. Et d'ailleurs, la troisième phase, évidemment, c'est une phase de questionnement. Donc je ne vous ai pas mis des tonnes de questions parce qu'évidemment, ça prendrait des journées entières de se poser des questions. Je vous ai mis, en fait, j'ai créé un livre blanc qui est gratuit. Je vous ai mis un QR code si ça vous intéresse de le télécharger, mais vous pouvez le retrouver sur mon site web. Où il y a 2 pages entières de questions que vous pouvez vous poser, qui sont liées à l'entreprise, qui sont liées à vous, et qui font le lien entre les deux. Parce qu'en réalité, si vous ne faites pas ce travail de la même manière, vous n'allez pas réussir à aller dans ce que moi j'appelle devenir un pionnier, devenir un visionnaire. En fait, c'est quoi un visionnaire? C'est quoi un leader? D'abord, le leader, c'est un visionnaire. Mais aujourd'hui, on a surtout des managers, des gens qui savent très bien ce qu'ils font, mais ils le font à la petite semaine. C'est-à-dire qu'avec une vision sur 3, 4 mois, parfois 1 an, mais en réalité, ils n'ont aucune vision. Et quand vous parlez avec des CEO, vous voyez bien qu'il y a une solitude du CEO qui est censé tout savoir, alors qu'en fait, il n'en sait rien du tout, parce que c'est extrêmement compliqué. Et la réalité, c'est qu'ils sont un peu seuls, ces CEO. Et donc ensuite, on transforme son organisation. Une fois qu'on a fait ces 3 premières phases, on peut aller dans cette phase de transformation d'organisation. Et ce qui est important, c'est de se poser la question de savoir, c'est quoi un leader, en fait? C'est quelqu'un qui a une pensée systémique long terme, donc qui pense au lien et qui pense à long terme, un petit peu comme le fait la Chine. La Chine, ils sont très forts là-dessus, typiquement. C'est quelqu'un qui a une soif d'apprendre, qui sait qu'il ne sait pas, ce qui n'est pas souvent le cas pour des patrons qui ont l'impression... Parce qu'en fait, on leur dit tellement qu'ils sont censés savoir que, du coup, ils assument ce rôle-là. C'est quelqu'un qui est dans le respect. Alors le respect, ça peut vous sembler un mot un peu valise comme ça, mais la réalité du respect, c'est savoir qu'est-ce qui fait bouger les gens. En fait, vous ne pouvez pas motiver les gens, vous ne pouvez pas leur donner du sens. On dit souvent, il faut trouver une raison d'être pour la barque, un sense of purpose, mais la réalité, c'est que on bouge les gens que quand ils ont envie de bouger, ça part des tripes, ça part pas du cerveau, en fait. Donc si vous essayez de faire bouger les gens par leur cerveau, ça ne va pas le faire, ça ne va pas marcher, ils ne seront pas motivés. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de boîtes qui ont du mal à motiver leurs salariés. C'est parce qu'en fait, il n'y a pas de respect. Ils ne s'intéressent pas aux gens. Il faut poser des questions, il faut s'intéresser aux liens. J'ai reçu, entre autres, le CEO d'une boîte qui s'appelle Best Buy, qui est une boîte aux États-Unis qui fait 50 milliards de chiffre d'affaires, mais c'est un Français. Et lui, par exemple, avec ses N-1, évidemment, il y a 125 000 salariés, donc il ne le faisait pas avec tout le monde, mais il passait 2 heures tous les trimestres à juste parler du lien entre les 2 personnes. Pas d'un projet en particulier, juste parler de la manière dont ils collaborent. Ça, c'est du respect, savoir d'où tu viens, c'est quoi ton rêve, comment je peux relier ton rêve à la raison d'être de l'entreprise, c'est quoi tes traumas, comment ça s'est passé, etc. Et puis, évidemment, c'est quelqu'un qui met le care au centre. Et dans le care, il y a en fait 4 dimensions. Il y a une dimension physique, bien sûr, ne pas se blesser, une dimension psychique, la santé mentale, Hugo en parlait tout à l'heure, une dimension sociale, comment je partage mieux la valeur. Entre autres, sur Vlan, j'ai reçu Esther Duflo, qui est la prix Nobel d'économie 2019, et qui explique à quel point, depuis 30 ans, les classes moyennes et populaires en France, en Occident de manière générale, se sont effondrées, en fait. Et je pourrais vous donner plein de chiffres, je ne vais pas le faire maintenant, je n'ai pas le temps, mais il y a énormément de choses qu'on peut aller chercher là-dessus. Et puis, il y a le care, évidemment, de l'environnement. J'aime pas le mot environnement, mais en tout cas du vivant. Et puis, il y a aussi comment je pose mon autorité. L'autorité légitime, finalement, c'est une autorité de nom. C'est-à-dire, vous êtes CEO d'une boîte ou vous êtes le fils de... du coup, vous avez une forme d'autorité. Ça ne dure jamais très longtemps. Il y a une autorité d'expertise. Mais l'autorité d'expertise, quand vous savez exactement ce que vous faites, c'est un manager. En fait, le leader, c'est une autorité de conviction. En fait, il arrive à emmener les gens avec lui. Il arrive à toucher les gens dans leur tripes pour les faire bouger. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas faire bouger les gens si vous ne touchez pas les tripes. Et finalement, en fait, c'est quoi un visionnaire du 21e siècle? C'est un gros mouvement où on passe de paternaliste, par exemple, même quand je suis dans le Caire, admettons, je suis chez Google et je vais vous mettre une cantine, et puis je vais vous dire on va faire de la méditation pleine conscience ou du yoga.
Ça, c'est hyper paternaliste parce que ça se trouve, pour vous, ça vous fait du bien le yoga, mais pour les gens en face de vous, ils ont d'autres manières de méditer. Par exemple, moi, je nage, et moi, nager, c'est une méditation. Bon, bah, c'est mon truc à moi, c'est pas pour ça que je vais mettre tout le monde à la natation, quoi. Ça n'a aucun sens. Et ça, c'est très paternaliste, de se dire, bah, tiens, moi, je sais ce qui va faire du bien aux gens. Parce qu'en fait, vous n'en savez rien, chacun a sa méthode. C'est évidemment pas une structure qui est pyramidale. Je pense que la meilleure manière de l'expliquer, c'est quelque chose d'organique. En fait, les systèmes complexes, on en connaît quelques-uns. Celui que vous connaissez le mieux, c'est votre corps humain. Votre corps humain, en fait, 80% de l'information, elle va du corps au cerveau, pas l'inverse. Alors que dans l'entreprise, c'est plutôt l'inverse. Et évidemment, vous n'avez pas besoin de penser à respirer, vous n'avez pas besoin de penser à digérer, vous n'avez pas besoin de dire à votre estomac. En fait, tout se décide à plein d'endroits différents. Et en fait, une organisation organique, c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin d'un cerveau, évidemment, mais il n'y a pas besoin que le cerveau décide de tout. Et il y a des boîtes, je pense à des très grosses boîtes cotées, où vous avez le CEO qui prend encore des décisions sur la couleur de la PLV. Sans plaisanter, c'est assez fou. Le leader, c'est quelqu'un qui est plutôt coach et pas juste descendant, ça c'est aussi extrêmement important, qui n'est pas juste dans l'individualisme, mais qui va être dans le collectif et la collaboration. La collaboration, je pense que c'est une des clés de changement de lien qu'il va falloir qu'on fasse. Et puis c'est évidemment quelqu'un qui est sur le long terme et systémique, ça je l'ai déjà dit. Et voilà, je crois que j'ai fini. Parce qu'en fait c'était très court. Il reste 3 minutes pour des questions éventuellement. Merci. J'ai essayé de faire le plus court possible sur les 20 minutes qui m'étaient accordées. Est-ce que vous avez des questions? Pas hésiter, oui. Attendez. Tu peux lui donner? Ouais, je vais essayer, merci. Merci pour la présentation. J'ai écouté un peu ton podcast et moi j'ai une question sur la partie indicateur. Parce qu'aujourd'hui, ce qui drive les entreprises, c'est principalement l'indicateur financier. Et ma question, c'est comment on bascule dans un monde qui est aujourd'hui drivé par cette notion de performance économique à cette notion de comment un leader peut faire basculer une entreprise dans la notion de performance globale qui intègre du coup le bien-être humain et le bien-être environnemental et pas uniquement, principalement le bien-être économique. En fait, bon, il y a évidemment, vous avez déjà entendu parler de la triple comptabilité. En fait, la triple comptabilité, c'est exactement ce que tu décris. C'est-à-dire qu'en fait, on va prendre en considération l'humain, le vivant et le financier. Le financier, il est hyper important. Hein. Je ne suis pas du tout en train de dire que le financier n'existe pas. Mais en fait, c'est une triple comptabilité. Il y a plein de boîtes qui l'ont mis en place. Par exemple, la Maïf. J'ai reçu Pascal Desmurger, le CEO de la Maïf, qui en parle très bien. Chez Nexens, ils le mettent en place aussi. Et de toute façon, en fait, ce qui est intéressant pour les boîtes, et si vous êtes CEO d'une boîte et si vous êtes un peu visionnaire, comme de toute façon en Europe, on aborde l'écologie par la contrainte, c'est-à-dire la contrainte légale, vous allez être contraint de le faire. C'est-à-dire qu'en fait, il ne va pas vraiment y avoir le choix. Donc il vaut mieux se préparer, commencer à le faire, parce qu'en fait, moi j'ai fait beaucoup de transformations digitales dans ma vie, et je voyais des boîtes, en particulier, je me souviens chez SFR en 2007, il y a très longtemps, le directeur marketing qui me disait, moi je m'en fous des avis, sur les réseaux, enfin les réseaux, à l'époque c'était Facebook, hein, puisque ça n'a aucun impact sur mon chiffre d'affaires. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui regardent les transformations comme, moi je prends l'exemple de la vague souvent, comme une vague, ils voient la vague qui arrive et ils attendent d'avoir les pieds dans l'eau pour apprendre à nager. Mais en fait, une fois que tu as les pieds dans l'eau, tu te noies parce qu'en fait, tu tapes dans tous les sens. Et moi, j'ai vu beaucoup de boîtes pour le digital qui ont fait n'importe quoi, évidemment, et qui se sont noyées. Donc, ils ont dépensé de l'argent à faire des applications mobiles qui servaient à rien, etc., etc. Et là, ça va être la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, les boîtes, elles n'auront pas le choix, aussi pour le recrutement, enfin, à plein de niveaux. Donc, autant l'intégrer tout de suite, cette triple comptabilité. Peut-être en shadow, ça peut être une shadow comptabilité, c'est-à-dire ce n'est pas la comptabilité que tu vas donner à tes actionnaires, mais il faut la faire. Et en fait, cette triple comptabilité, elle existe, il y a de plus en plus de boîtes qui la font et qui la mettent en place. Une autre question. Oui. Alors, je ne sais pas où est le micro, mais je peux vous donner le mien. Oula, c'est fort. Moi, je suis chef d'entreprise. J'ai participé l'année dernière à la Convention des entreprises pour le climat. Et on a dû réfléchir à ces questions-là et essayer de trouver des réponses pour apprendre à nager avant que la vague arrive. Je voulais savoir si tu t'étais intéressé à cette dynamique-là et ce que tu en pensais. Alors, en fait, je m'y suis beaucoup intéressé parce que, tu le sais pas, a priori, mais il se trouve qu'Éric Duverger, qui a créé la CEC, il l'a créé en lisant mon livre et en écoutant mon podcast. Donc oui, je l'ai eu au téléphone en 2020 quand il a eu l'idée à l'origine, et je suis intervenu à la CEC. Donc oui, je vois très bien je vois très bien la CEC, on est très proche avec Eric.
Et effectivement, je suis très admiratif de ce qu'il fait. Parce que quand il m'en a parlé, pour être sincère, je me suis dit, wow, le mec, il m'a appelé en 2020 en me disant, ouais, je suis chez Michelin. En fait, j'ai envie de prendre une année sabbatique et j'ai envie de créer une convention des entreprises pour les faire bouger. Je me suis dit, bah, bon courage. Et en fait, il a vraiment réussi à le faire. Il a fait bouger des tonnes d'entreprises et il le fait. Et c'est admirable ce qu'il fait. Si vous ne connaissez pas la CEC, intéressez-vous-y. Je pense qu'il a fait bouger, entre autres, un truc sur les imaginaires, sur la publicité, mais aussi les boîtes de conseil, etc. Et ouais, la CEC, c'est vraiment un. La finance aussi, bien sûr. Et c'est un très, très beau projet qui est en train de grossir au niveau de l'Europe. Donc, c'est admirable. Ouais. Merci. Les exemples partagés, c'est du top-down. Comment on peut faire du bottom-up? Est-ce que c'est top-down? En fait, c'est intéressant cette question. Le leader, il doit être visionnaire. Donc, par définition, c'est un chouïa top-down. Ça, c'est vrai. Mais en réalité, dans ces entreprises, à partir du moment où tu es dans une structure organique, c'est-à-dire que ce n'est pas une entreprise libérée. L'entreprise libérée, c'est un concept. J'ai jamais vu une entreprise libérée fonctionner. C'est-à-dire que j'ai vu beaucoup de... Et j'ai reçu pas mal de gens, évidemment, qui m'en parlent et qui ont essayé et qui ont échoué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entreprise libérée. La réalité, c'est que ça ne marche pas. Ou en tout cas, j'en connais aucune. Mais dans ces entreprises organiques, comme un corps humain, en fait, ça revient du bas, en général. Donc, en fait, il y a de la vision, leadership, mais après, dans l'opérationnel, ça revient du bas. Et alors, par exemple, une manière de le faire, ce que j'ai vu sur comment je décentralise la décision, une question que je trouve intéressante, et ben en fait, je ne sais plus lequel m'a dit ça, mais ils ont créé un système où, en fait, quand il y a une décision à prendre, ils se mettent à 3, et un qui est pour, un qui est contre, un qui est neutre, et ils prennent la décision et ils considèrent dans l'entreprise que les 3, ils vont réussir à trouver la meilleure réponse. Il n'y a pas besoin de remonter à chaque fois au CEO. Donc en fait, ils abandonnent tout ce qu'on appelle l'IPO, c'est-à-dire le highest paid person opinion, et ils laissent la décision là où elle doit être, ce qui est un énorme problème dans les entreprises en général. Mais donc il y a pas mal de boîtes, par exemple Noroto qui fait du bottom-up. Donc non, il y a plein de boîtes qui font du bottom-up, mais quand tu as besoin, mais les gens ont quand même besoin d'un leader, ont besoin de vision, et ça c'est quelqu'un qui doit être, et ça vient d'en haut malgré tout. Tu vois, en fait c'est un double mouvement en réalité. Enfin, je crois. Et ben voilà. Et ben merci beaucoup.